Donc là, on laisse la place pour une dernière intervention de Marie Benoît de Lynn Rayet, qui est toujours dans le cadre du projet RevaBio. Donc cette présentation, finalement, fait bien la suite avec ce qu'on vient d'entendre. C'est complètement virtuel, enfin, sauf les données de base, mais tout l'exercice suivant est virtuel. Donc, étude de la complémentarité entre bassins de production pour assurer une fourniture d'agneaux toute l'année. Donc c'est un petit collectif qui a travaillé, surtout Sylvain Bézia, qui a quitté la salle, là c'est le stagiaire, puisque ça a fait l'objet d'un stage fin d'études d'ingénieur de tableau. Voilà, donc quelle demande un agneau bio? Donc c'est une filière en croissance. Globalement, c'est quand même les mêmes tendances saisonnières que la production ovine conventionnelle, avec l'influence d'un certain nombre de faits. Mais la production est potentiellement plus saisonnée, puisque l'utilisation des concentrés utilisés pour la contre-saison est beaucoup plus coûteuse. Donc ça renvoie à ce qu'elle est beaucoup plus sur les ressources fourragères, donc la saisonnalité. Voilà. Et donc une particularité, une difficulté particulière sur la fin de l'hiver. Donc pour faire ce travail, on s'est basé sur le rapport entre offre et demande. Et pour ce qui est de la demande, on a pris la courbe des abattages d'agneaux conventionnels, puisqu'on n'avait pas de courbe d'abattage en bio, en faisant l'hypothèse qu'elles sont comparables. Voilà, donc vous voyez le pic. Il faut attention à l'échelle, on part de 200 bas pour finir à 500, donc on n'est pas à 0 en bas. Donc le pic est relatif. Donc des bassins de production aux caractéristiques très différentes, mais potentiellement complémentaires. On a fait donc on a coupé de cette façon-là pour séparer nord et sud, avec, bon, je vais aller vite, des spécificités par bassin. Donc le nord beaucoup plus herbagé, le sud milieu hétérogène, des températures, donc une herbe aléatoire. Sur ces deux bassins, donc on a des races quand même relativement spécifiques, bouchères d'un côté, rustique de l'autre, avec les photos qui vont dessous. Avec une saisonnalité marquée dans le nord et plus de contre-saison dans le sud. Puis en face, donc plus d'agneaux d'herbe dans le nord et agneaux de bergerie. Voilà, donc des différences relativement marquées. Donc ce travail contribue à l'axe 2 du CASDAR RevaBio, quelle complémentarité entre bassins, donc des systèmes allaitants en AB, pour d'une part répondre à la demande nationale, ça c'était vraiment la première question, mais on a surajouté des questions de durabilité de l'élevage, tant économique qu'environnementale, voire sociale, donc il y a un indicateur là-dessus. Donc par modélisation, sur la base de fermes ovines bio-contrastées, donc on n'est quand même pas parti de rien, on est parti de 11 fermes qu'on a eu du mal à sélectionner, puisque l'axe 1 du CASDAR avait pris du retard, donc on a repris sur le CASDAR précédent agneau bio. Grosse discussion pour choisir ces 11 fermes qui représentent les deux bassins avec des complémentarités donc, de saisonnalité entre les systèmes qui se veulent donc contraster. 5 fermes dans le nord avec une 6e qui est en fait un captif et 5 fermes dans le sud. Donc la démarche, c'est de partir de ces 11 fermes avec des données recensées avec différents outils existants comme Diapason ou Théo20. On utilise un modèle historiquement donc, utilisé dans d'autres études qui s'appelle Austral, donc, qui a permis de reconstituer chacune des 11 fermes avec 3 objectifs, d'harmoniser en fait les prix, à la fois de vente, de conjoncture, donc sur la même année de référence 2018, de calculer tout un tas d'indicateurs que je vais vous présenter ensuite, et puis d'élaborer un calendrier très précis des ventes, puisque c'est quand même à la base de la discussion de l'adéquation offre-demande. Donc, on verra ces graphiques tout à l'heure. On peut, grâce à ce logiciel, séparer dans l'offre l'âge des agneaux par catégorie d'âge, ce qui peut être intéressant, en particulier sur les agneaux très âgés, ça permet de les identifier en saisonnalité. On a créé donc un deuxième modèle qu'on a appelé Combinov, qui permet de rechercher la combinaison optimale des fermes sous différentes contraintes. Donc, bien sûr, il faut assurer le tonnage de carcasse global. Donc, d'ajuster au plus précis l'offre et la demande par quinzaine, c'est le plateforme qu'on a utilisé, tout en maximisant les performances globales, tant économiques, en particulier en termes de revenus, environnementales et feed food, il y a une petite erreur, donc je vais vous expliquer. Alors, ces indicateurs, justement, soit on les maximise s'ils sont positifs, soit on les minimise s'ils sont négatifs, et c'est bien à l'échelle du collectif des fermes qui vont assurer cette production globale d'agneaux. Donc, on avait beaucoup utilisé au départ la valeur ajoutée comme indicateur économique. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que, alors, pour rappel, c'est le résultat courant sans les aides ni certaines charges comme les cotisations, etc. Donc, quelque part, ça reflète la création de richesse et la capacité à valoriser les ressources de la ferme.
C'est un petit peu gênant, vous verrez tout à l'heure pourquoi. Donc on a beaucoup utilisé finalement, c'est ce que je vous présenterai, le revenu, le résultat courant, voilà, qui est la performance économique pour l'éleveur. Alors ce fameux critère, c'est l'indicateur social que j'ai appelé social tout à l'heure, Fit Food compétition, donc c'est facile à dire, mais bon, en français, c'est non-concurrence des animaux vis-à-vis de végétaux qui peuvent être utilisés directement pour l'alimentation humaine. Voilà, c'est plus difficile à dire que Fit Food compétition. Alors c'est cet indicateur, c'est efficience de conversion des protéines. Donc au numérateur, c'est les protéines animales produites par l'élevage et consommables par l'homme. Et au dénominateur, c'est les protéines végétales consommables par l'homme qui ont été utilisées par l'élevage. Voilà, vous saisissez un petit peu. Donc c'est vraiment l'aspect concurrent d'utilisation de ces ressources que l'homme pourrait utiliser directement. Au niveau environnemental, donc les classiques émissions de gaz à effet de serre. Donc là, je présenterai les émissions nettes, c'est-à-dire après séquestration. Et puis aussi le classique énergie non renouvelable en mégajoules. Donc tout ça, c'est des méthodes d'analyse d'un cycle de vie. Alors il y a d'autres indicateurs potentiels qu'on a sous le coude qu'on pourrait utiliser. C'est les capitaux nécessaires pour la production, c'est le nombre de travailleurs globaux nécessités pour ces volumes de viande, etc. Alors principe de Combinov, voilà. Donc on a des courbes pour chacune des fermes, ferme 1, ferme 2, ferme N. Le but, c'est de réunir tout ça pour proposer une offre globale, de combiner les fermes, d'ajuster au mieux. Et donc, l'offre globale, on va prendre petit A fois la ferme 1, petit B la ferme 2, etc. La somme des coefficients doit nous procurer la production globale. Et puis, la combinaison optimale, donc on peut rajouter, une fois qu'on a ajusté sur les quinzaines, on peut rajouter donc les contraintes dont j'ai parlé tout à l'heure en termes de performance économique, environnementale, etc. Alors, voilà très rapidement les 11 fermes. À gauche, ferme bassin nord, à droite, bassin sud. En gris, là, sur fond gris, c'est les nombres de brebis, donc plutôt un peu plus important dans le nord que dans le sud, mais surtout une très forte hétérogénéité. Les camemberts, c'est pour montrer les compositions de la surface. Donc en jaune, on voit qu'il y a des céréales un petit peu partout. Surtout, ce qui est spécifique, c'est à droite, dans le sud, il y a quand même une présence de parcours qui peut être très significative dans les fermes. Voilà. Et ce qui est le plus important, donc, ce sont les courbes pour chacune des fermes. On voit que grosso modo, il y a quand même une forte production d'agneaux sur le marché plutôt deuxième semestre dans le nord. Alors par contre, on est plutôt sur le sud au premier semestre, d'où l'intérêt d'avoir une vision globale de complémentarité. Bassin sud, des systèmes plus dépendants des concentrés, puisqu'il y a de la contre-saison, voilà. Donc ça a des impacts négatifs à plusieurs niveaux. Donc voici les niveaux moyens avec l'hétérogénéité entre nord en bleu et sud en rouge. Donc on voit autour de 4 kg de concentré par kilo de carcasse dans le nord et 6,5 voire 7 dans le sud. Ce qui se traduit un peu mécaniquement sur des émissions de gaz à effet de serre plus importantes sur les fermes du sud que dans le nord. Alors c'est pas que les concentrés, c'est parce que les systèmes sont un peu moins productifs. Et comme l'unité fonctionnelle c'est par kilo de carcasse, le méthane on le ramène à moins de kilo de carcasse. Voilà, donc il y a aussi ça derrière. Pareil pour l'énergie, vous voyez, des niveaux quand même. Alors comment on va optimiser sur ces affaires-là? Vous voyez d'emblée que les systèmes du Sud, ils vont avoir un peu de mal à se raccrocher. Et puis la valeur ajoutée, si on prenait ça, vous voyez, elle est quand même nettement inférieure. On est à 2 € par kilo de carcasse de valeur ajoutée dans le Sud et 5 dans le Nord. Par contre, sur le revenu, on est relativement comparable, puisqu'en fait, il y a plus d'aides. C'est-à-dire la valeur ajoutée ne prend pas en compte les aides, le revenu les prend en compte. Plus d'aides, en particulier du second pilier dans les fermes du Sud, puisqu'en fait, ils utilisent des surfaces sur lesquelles ils peuvent toucher un certain nombre d'aides. Ce qui peut... Alors, je suis obligé d'aller vite, je suis désolé, mais c'est pas neutre du tout parce qu'on peut considérer que ces aides rémunèrent des services environnementaux qu'on ne peut pas prendre en compte d'un point de vue économique via les kilos de carcasse. Voilà, c'est pour ça que finalement on prend le revenu parce que ça intègre des aides du second pilier qui rendent compte de la production d'externalité de ces fermes-là. Alors, premier scénario très simple, donc on essaye de maximiser l'adéquation offre-demande. Donc voilà qu'on arrive, alors c'est pas moins 25 ici, là. C'est moins 23, je m'excuse du chiffre. Donc on ne peut pas affiner mieux. Avec les 11 fermes qu'on a, on ne peut pas affiner plus que ça. C'est-à-dire réduire le déficit au printemps et l'excédent à l'automne. Et ça donne ça comme composition. Donc on retrouve les 11 fermes, en fait, il n'y en a que 10, il y en a une qui n'est pas retenue dans l'optimisation. On voit que c'est relativement équilibré entre nord et sud. Bon, on est à 45%, ouais, 40-45 fermes du sud et le restant de fermes du nord. Voilà, alors, pardon, je peux revenir. Ce que j'ai marqué en bas n'est pas neutre du tout, c'est-à-dire, ça paraît surprenant qu'on ne puisse pas ajuster mieux. Si on avait 30 ou 40 fermes à la base au lieu de 11,
c'est sûr qu'on ajusterait beaucoup mieux, quoi. Dans la réalité du terrain, de la diversité des systèmes, on peut ajuster beaucoup mieux. Donc là, c'est quand même un exercice de style qu'on cherche à faire. Alors voilà la diapo la plus complexe. Donc là, on va maximiser en même temps les 4 indicateurs. Donc les 4 indicateurs, c'est le revenu ECPC, donc c'est le feed food, et puis on réunit GES et Mégajoule pour quelque part faire un tiers critères économiques, un tiers social, un tiers environnemental. Voilà. Donc voilà ce graphique un peu compliqué, avec plein d'animations dessous. Donc vous voyez, on part de moins 23%. Je vais mettre là. On part de moins 23%, donc là, en fait, on ne peut pas descendre en dessous, c'est-à-dire qu'on ne va pas maximiser ça. La seule contrainte, c'est d'ajuster au mieux. Et on va libérer cette contrainte d'adéquation calendaire, ce qui va permettre derrière, peu à peu, de prendre en compte ces critères économiques et environnementaux. Donc ici, à moins 23, c'est la courbe que j'ai montrée tout à l'heure. Donc on a ce déficit de moins 23% au printemps. Et quand on ouvre, donc on creuse, on va creuser ce déficit, mais on va améliorer les performances globales du système, puisque en fait, on va pouvoir faire rentrer des systèmes qui ne satisferont pas la saisonnalité, mais qui vont satisfaire ces contraintes de performance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fameux indicateur synthétique qui correspond à ces 3 tiers, ben, alors c'est tout en indice, hein, parce qu'on a été obligé de faire du centré réduit, parce qu'ils n'ont pas les mêmes échelles, ces 3 indicateurs. Donc on part de 15 pour arriver à 50, donc on l'a très fortement amélioré. Avec, vous voyez ici, on améliore énormément jusqu'à moins 29%. Après, c'est beaucoup plus plat. C'est-à-dire qu'il y a un remaniement très fort au début d'adéquation pour ajuster la saisonnalité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, après, reprendre chacun des 4 indicateurs qui sont à la base de cet indicateur synthétique. Et on voit que le revenu, en fait, entre-temps, a été augmenté de 51%. Si on libère cette contrainte de saisonnalité, le revenu moyen par travailleur est augmenté de 51%. Bon, c'est quand même une incidence économique très forte pour les producteurs, et c'est normal, puisqu'on a des systèmes de production beaucoup moins coûteux en concentré, puisqu'on admet d'avoir moins de contre-saison. Le fameux ECPC, c'est le feed food compétition, on l'améliore de 14%. Les GES, on les améliore de 15%. Donc c'est intéressant. Ce matin, là, dans la même salle, il y avait Green Chip, c'est un programme européen, dont l'objectif est d'améliorer de 12% à l'échelle européenne à l'échéance de quelques années. Là, on voit qu'on est à 15% d'amélioration, c'est pas neutre. Et pareil pour l'énergie, on est un peu plus bas, en premier revenu, on est à moins 6%. Voilà globalement l'exercice. J'espère que vous saisissez un peu l'affaire. Donc, 2 diapos de discussion. Le coût de l'alimentation entraîne, c'est vraiment ce coût d'alimentation qui entraîne une forte orientation organisationnelle des fermes selon les bassins de production. Les agneaux saisonnés en plaine, qu'est-ce que je vais vous dire là? Agneaux saisonnés, accentués. Voilà, donc en zone de plaine, compte tenu du potentiel économique de faire de l'agneau d'herbe, donc ça accentue l'intérêt d'avoir une complémentarité à large échelle, c'est-à-dire avec les bassins du sud. Alors bien entendu, vous me direz, c'était facile à prévoir, quand on fait de l'agneau d'herbe, ça coûte moins cher. Là, l'intérêt, c'est qu'on peut chiffrer ça, on a des chiffres derrière ça à l'échelle globale. On montre que le revenu peut augmenter de 50%, les GES baissent de 15%. Donc c'est l'intérêt d'avoir de la modélisation, c'est qu'au-delà d'une impression, on peut mettre des chiffres. Voilà, donc je les rappelle là, le revenu de 51 et les GES. Conso d'énergie, là, on a été avec de la rajouter, donc c'est moins 6, et enfin c'est 6 et pas 15. Alors les autres conséquences, quand le déficit est ouvert de 23 vers 41%, c'est qu'on a quand même une réduction importante du nombre de types de fermes qui sont mobilisés dans la simulation. L'âge moyen des agneaux, en prenant ces indicateurs, il ne change pas trop. On avait fait d'autres optimisations où on passait de 184 jours à 210 jours, 220 jours. Donc ça veut dire que le type d'agneau, il peut aussi évoluer en fonction de cette adéquation saisonnière. Une forte réduction des systèmes utilisant beaucoup de parcours, donc ils sont un peu moins productifs. Voilà. Et puis, globalement, dans cette simulation de 23 à 41, donc les concentrés diminuent beaucoup. Hein. Globalement, on diminue de 25% la consommation des concentrés quand on libère la contrainte de saisonnalité. Et la valeur ajoutée globale, elle augmente. Bon, j'ai montré que le revenu a augmenté de 51%, mais la valeur ajoutée augmente aussi de 34%. Donc, c'est relativement intéressant. Alors, globalement, quelles seraient les solutions d'adaptation pour ajuster l'offre et la demande? Donc, incitation économique, on l'a vu tout à l'heure, aux éleveurs herbagers pour désaisonner. Donc, on l'a testé sur les chiffres que Jean-François nous avait donnés, là, plus 60 centimes février, etc.
Finalement, bon, ça ne change pas forcément les conclusions, mais ce qui est, alors ça va améliorer le revenu. Par contre, ça ne va pas corriger les questions d'impact environnementaux. C'est-à-dire qu'on va on va compenser l'utilisation du concentré, mais on va conserver ces impacts environnementaux défavorables. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire bouger certains systèmes. On avait prévu ça dans le CASDAR, c'est-à-dire cibler les systèmes qui étaient les plus aptes à se décaler un petit peu, donc décaler les saisonnalités de mise bas, les reports d'agneaux pour les systèmes qui s'y prêtaient le mieux. Voilà, donc on verra si on peut faire ça. L'autre solution, c'est de faire évoluer la courbe de demande, information du consommateur, on en a parlé un petit peu. Report, congélation, donc je suis content de voir, c'est des choses qui peuvent marcher sur certains débouchés, donc c'est quand même intéressant. Il faut avoir le coût énergétique aussi par rapport à les... Voilà. Bon, je n'ai pas trop d'idées là-dessus. Alors d'un point de vue plus théorique et exploratoire, optimisation multicritère, oui, on peut faire du multicritère autrement. Vous avez vu que là, j'ai fait des pondérations. J'ai fait 3 critères, je les ai pondérés. On peut aussi reprendre ces 4 indicateurs et mettre un seuil minimum à atteindre pour chacun des 4. Parce qu'avec ce que j'ai fait, on a des effets de compensation. Donc on pourrait aussi faire ça. On l'a fait, ça ne change pas globalement les conclusions. Ce qu'on voudrait absolument faire, on avait beaucoup parlé avec Catherine, c'est de prendre d'autres indicateurs de biodiversité, d'entretien du paysage, lutte incendie, etc. C'est toute la question des externalités dont j'ai parlé tout à l'heure. Et les systèmes du Sud s'y retrouveraient beaucoup mieux. J'ai mis aussi les paiements pour services environnementaux. Et on n'a pas les données d'équivalence économique pour le faire. On peut aussi refaire l'exercice en modulant les conditions économiques. Si les concentrés étaient beaucoup plus chers, ou la bio beaucoup moins cher, etc. Donc on aurait des conclusions un peu différentes. Voilà, donc c'est une approche nouvelle qui est peut-être un peu critiquable parce que assez théorique, mais le but c'est avant tout de fournir des éléments de réflexion prospective. Mais malheureusement, on n'aura pas trop le temps d'en parler. Donc j'ai surligné 3 points qui me paraissent importants, surtout les 2 en rouge. Je pense que ce qui peut être le plus intéressant, c'est d'essayer de voir en faisant bouger certains systèmes qui ne sont pas trop loin de pouvoir justement boucher les trous, voir ce que ça peut donner. En bas, donc il faudrait absolument qu'on puisse prendre en compte d'autres indicateurs. Bon, ça c'est peut-être plus du long terme. Et puis l'histoire de l'information aux consommateurs. Voilà, j'ai terminé, mais je ne sais pas si on a beaucoup de temps pour discuter. Merci beaucoup. Tant que les gens du sommet ne viennent pas nous mettre dehors, on va en profiter. Est-ce qu'il y a des questions, oui, Anne? J'avais une question par rapport à ce que tu évoquais sur le fait qu'en ouvrant la contrainte, alors c'est peut-être pas les bons termes que j'utilise, j'espère que tu m'excuseras, quand tu ouvres la contrainte, au fur et à mesure que la contrainte est libérée, ça mobilise un plus petit nombre de fermes. Oui. Et du coup, moi ça m'interroge notamment par rapport aux chiffres autour du revenu. Est-ce que ça veut dire que du coup, en libérant la contrainte, s'il y a beaucoup moins de fermes qui sont mobilisées, ça veut dire qu'en fait, l'amélioration du revenu, elle ne concerne que très peu de fermes. Est-ce qu'il y a moyen, du coup, de pondérer ça et de ramener ça à l'ensemble des fermes qui faisaient partie de l'échantillon? Parce que si, en gros, ça veut dire que on arrive à combiner et à trouver une meilleure adéquation offre-demande, mais en mobilisant, je force le trait, que 2 fermes sur la totalité de la population, quid des 8 qui restent? Oui, c'est une question un peu centrale qu'on avait discutée. Il y a un gros dilemme là-dessus, c'est que quand on est à moins 41, c'est vrai qu'on prend des fermes qui fonctionnent bien, qui ont une efficience de production, c'est-à-dire qui ont des ressources fourragères très bien valorisées, etc. Donc il y a des fermes qui sont peu rentables, alors ça me rappelle des vieux travaux qu'on a fait dans le Montmorillonnais où c'est vraiment la filière qui a poussé l'orientation de contre-saison des fermes au détriment de leurs revenus, au détriment. Donc pour qui les éleveurs travaillent-ils? Est-ce que c'est pour la filière ou le consommateur? Est-ce que c'est pour eux-mêmes pour avoir des bons revenus, Et c'est vrai que de fait, les fermes qui restent, elles fonctionnent bien. Donc ça veut dire qu'en fait, en forçant le trait du modèle... Oui, je vois. Est-ce que j'ai pas dit? Oui, mais ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a mis une contrainte supplémentaire, c'est que chaque ferme qui reste au bout doit avoir au maximum un poids de 30%. Sinon, on n'aurait pas ça. Vous voyez que là, il y en a, celle-ci, elle doit faire 30%, celle-ci et celle du haut. Là, il y a 3 fermes qui font 30%. On n'a pas accepté qu'une ferme représente plus de 30% de l'offre globale de carcasses. Sinon, je pense qu'il y en a d'autres qui y arrivent déjà à 50%. Et on aurait pu mettre cette barre à 15 ou 20. Voilà. Bon, mais c'est assez théorique, mais ça permet de faire ressortir certaines choses.
Moi, je trouve pas ça si théorique que ça. Hein. Ben, bien sûr que c'est théorique, mais les conclusions, elles sont intéressantes dans le débat. Sur la question que ça pose. Et je repose ma question, je suis pénible, Marc, mais le fit food, est-ce que tu l'as dans... Tu sais, tu l'as pas dans la Non, mais c'est diapo. celui-là le fit food, là. Non, mais dans la diapo d'avant, là où tu compares les systèmes du Sud et du Nord. Dans la diapo d'avant. Je l'ai encore pas vu. Ah oui, avant, dans la... Oui, là, Avant, là, ouais. c'est quoi, on l'a ou pas? Non, juste après, du coup. Là, tu vois? Ah oui, non, ouais, ah oui, ici, je ne l'ai pas mise. Et alors, Ah oui, non, mais quoi? c'est Ça, sûr que le Sud est moins bon que le Nord, puisque la quantité de concentré est plus importante. Oui, mais il y a des systèmes, il y a vachement Alors de oui, zones, ça doit être hétérogène. je sais pas. Pour le Sud, ça doit être assez hétérogène. Il doit y avoir des fermes avec beaucoup de contre-saisons agneaux de bergerie qui doivent être plombées là-dessus. Par contre, des systèmes très transhumants, voire double transhumants, qui peuvent être très bons. Et je pense qu'en moyenne, les systèmes Sud doivent être un petit peu pénalisés, en moyenne, je pense. Il faudrait regarder ta raison. Mais du coup, dans tout ce qui est lié à cette économie, tu mets la même valeur que ce soit le type de surface. C'est-à-dire une prairie d'un parcours et Non, prairie, c'est la même valeur ou c'est différent? Non, de tête, on a dû prendre les fameux 570 kg pour les prairies permanentes et 250 pour les parcours. Mais c'est assez théorique aussi parce qu'il y a parcours et parcours. Hein, donc c'est vrai qu'on favorise, en prenant 250 versus 570, c'est que la moitié, je dirais, alors que le chargement est 10 fois moins élevé sur des parcours sur la prairie naturelle de bonne qualité. Donc là, les systèmes du Sud sont favorisés là-dessus. Si on avait mis les gestes bruts, ça serait un peu différent. Mais même en termes d'utilisation des prairies, parce qu'en fin de compte, ceux qui sont dans le parcours, ils peuvent pas. Au niveau de compétition fit food, ceux qui sont sur le parcours, c'est des parcours qu'on peut pas, des terres qu'on ne peut pas utiliser pour se nourrir en tant que mal. Oui, mais alors si les parcours peuvent être utilisés pour engraisser les agneaux, comme certains systèmes double transhumants qui vendent tout aux musulmans, ça marche, quoi, ça va. Mais engraisser des agneaux sur parcours pour alimenter les filières classiques, faire des agneaux de qualité, c'est un peu dur. On avait suivi un système double transhumant du Sud avec zéro concentré, zéro stock, etc. Un système assez impressionnant, mais ils vendaient tous les mâles aux musulmans et toutes les femelles étaient vendues au sevrage à des engraisseurs de la viande. Bon, c'est quand même un peu particulier, on ne peut pas généraliser ce genre de situation. Et si ça marche, les résultats sont exceptionnels. Enfin, si elle marchait, ça. Tu déplaces le problème ailleurs. Comment? Tu déplaces le problème ailleurs. Du coup, si c'est des systèmes d'engraisseurs. Ouais, mais il pourrait être vendu, il y a des modes de consommation d'agneaux au sevrage. Je vois en Espagne, ils les consomment à 9 kg carcasse. Donc on pourrait aussi dire, voilà, on peut les consommer directement plutôt que de les engraisser sur un poids de 16-18 kg carcasse. Ce qui fait mal en termes de bilan méthane par kilo carcasse à ce moment-là. Le méthane de la mer, on met que 9 kg carcasse derrière, donc là, ça fait quand même très mal aussi. Bon, c'est un autre sujet. Ok. Et bien, on va conclure. Merci à tous les intervenants, les nombreux intervenants de l'après-midi. Et un grand merci aussi aux financeurs qui permettent d'organiser ces conférences au sommet de l'élevage chaque année, donc des co-organisés avec l'ITAB. Donc c'est financé par le ministère via notamment la Convention Massif Centrale et le CASDAR. Et pour cet après-midi, on a eu aussi SICABA qui a permis d'organiser cette demi-journée. Donc on les remercie grandement. Et donc je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.